Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Et en première partie d'émission, nous vous emmenons à la BRAFA, la foire d'art généraliste qui a lieu tous les ans à Bruxelles. Nous sommes allés à la rencontre des galeristes français qui explorent le marché belge comme une première ouverture vers l'international. Et en deuxième partie d'émission, nous accueillons en plateau Frédéric Lapeyre, qui est président du directoire d'Interenchères, la plateforme de vente aux enchères, pour faire un point sur le bilan annuel et mettre en perspective les enchères qui ont marqué l'année 2025. C'est parti pour Art et Marché. La BRAFA, foire internationale d'art généraliste basée à Bruxelles, ouvre ses portes du 25 janvier au 1er février avec en son cœur plus de 140 galeries, dont de nombreuses françaises. Nous sommes allés à la rencontre de celles qui font de Bruxelles un tremplin pour l'international. Il y a 10 ans, on a ouvert à Bruxelles la première antenne de la galerie La Forêt d'Yvonne en dehors de Paris. Notre galerie elle a été créée il y a 40 ans à Paris et donc en 2016, on a décidé d'ouvrir un deuxième espace ici à Bruxelles. Pourquoi Bruxelles? On avait envisagé différentes villes à ce moment-là. L'idée était d'abord d'ouvrir en dehors de France. On avait pu envisager Londres, on avait pu envisager Berlin, mais pour un certain nombre de raisons, Bruxelles nous est apparu vraiment comme la meilleure option pour nous. Transport terrestre, la même monnaie, la même langue et un terreau de collectionneurs importants, d'amateurs et de collectionneurs importants, très reconnus depuis longtemps. On pourrait se dire, bon, c'est quand même très proche, peut-être que les deux galeries vont se cannibaliser, mais non, pas du tout. On touche deux publics différents. Les Belges sont très audacieux, sont assez avides de découvertes, peut-être un peu plus que les Français. J'aime bien aussi penser les galeries comme des commerces de proximité. On a envie d'aller dans une galerie près de chez soi pour fréquenter intimement l'art. Quand on a ouvert en 2008, c'était le deuxième espace. Et donc évidemment, à partir du moment où on ouvre un espace à l'étranger par rapport à notre pays d'origine, on a d'office une visibilité plus large. Et ça nous a permis de capter des collectionneurs qu'on n'avait pas. Stratégiquement aussi, il y avait quand même une place à prendre sur la scène bruxelloise, puisque beaucoup d'artistes n'étaient pas représentés ici. Ça nous a permis de faire des expositions notamment de Richard Prince ou Jeff Koons dans les premières années où nous sommes arrivés ici. Et ensuite, on a continué à programmer des artistes de la programmation de la galerie. On a déjà rencontré des nouveaux collectionneurs qu'on ne connaissait pas. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt d'une foire comme celle-ci. J'ai vu l'évolution aussi de la foire, qui s'est quand même beaucoup ouverte à l'art contemporain. On aime beaucoup le mélange entre les périodes, à la fois les collectionneurs qui viennent pour voir des antiquités, de l'art ancien. Et donc, pour nous, c'était une occasion aussi de rencontrer un nouveau public, de les sensibiliser peut-être à des artistes plus jeunes. Quand on gère une galerie qui s'étend, entre guillemets, on a besoin de commencer à réfléchir à comment élargir son audience. Et évidemment, sans doute la solution aussi de facilité, c'est Bruxelles. Et ça permettait aussi, dans le cadre d'une galerie qui veut commencer à s'étendre un peu, à tester aussi ces process de travail entre différentes équipes, localisées dans des endroits différents. Mais il y avait aussi, bien évidemment, cette volonté de s'ouvrir à d'autres marchés. Et notamment celui de l'Europe du Nord. Maintenant qu'on a effectivement un peu mis d'huile un petit peu dans les process de la galerie et tout, ce sera beaucoup plus facile pour nous de se décider sur une implantation peut-être à venir. L'année 2025 a été mouvementée pour le monde des enchères. Pour dresser un bilan et ouvrir sur les perspectives 2026, je suis ravie d'être en compagnie de Frédéric Lapeyre. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président du directoire d'Interenchères, donc la plateforme de vente aux enchères. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quel regard vous portez de cette année 2025 en règle générale de ce monde des enchères ? Alors, l'année 2025 a été particulière, notamment pour Interenchères, puisque nous avons fêté nos 25 ans.
Mais ça a été aussi une année assez structurante et de maturité sur le marché des plateformes de vente aux enchères numériques, avec de fortes progressions. Notre 25e anniversaire s'est accompagné d'une pluie de records avec 769 millions d'euros de produits vendus sur l'année, donc une progression de 16%, ce qui est quand même assez conséquent, et plus de 345 000 nouveaux comptes, donc il y a une vraie vitalité du marché des enchères numériques. Et donc notre position en tant que plateforme biface, c'est de mettre en relation l'offre et la demande. Donc l'offre, elle a augmenté de plus de 10%. Donc la vitrine s'est garnie de plus de 10% en termes de lots, atteignant 4 millions de lots exposés sur Interenchères. Et de son côté, l'audience a augmenté de plus de 20%. D'accord. Donc, on peut dire qu'Interenchères est plus que jamais au cœur de ce mouvement qui fait que les enchères numériques ont le vent en poupe. Et quand bien même, c'était une année assez délicate, parce qu'il y a quand même eu des fermetures de galeries. Enfin, voilà, de manière plus générale sur le marché de l'art, on a entendu des mauvaises nouvelles, comme des fermetures de galeries, des ventes qui n'ont pas forcément bien fonctionné, etc. Vous, comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Et peut-être quel regard vous avez, en règle générale, de cette année-là qu'on a eue en dehors d'Interenchères? Alors, oui, on peut dire que malgré une conjoncture avec des difficultés parfois économiques ou des incertitudes, même géopolitiques. Oui, c'est vrai que la géopolitique a beaucoup joué. Voilà. Nous, on constate une réelle démocratisation des enchères, et notamment sur les plateformes numériques. Ça, c'est une vraie confirmation. On a eu l'essor pendant le Covid, mais les usages se sont conservés. Et donc, les personnes, les enchérisseurs, ont adopté finalement le réflexe de s'adresser aux plateformes pour aller effectuer leurs achats. Par rapport à ce que vous disiez, ce qu'on constate aussi, c'est une forme de polarisation. C'est-à-dire que pendant l'année 2025, nous avons eu beaucoup d'achats pour des lots inférieurs à 5 000 euros. Donc c'est pour ça aussi que je parle de démocratisation, donc sur des lots accessibles, avec notamment l'acquisition par une audience plus jeune, peut-être plus digitale, donc l'arrivée et la confirmation de cette audience-là. Et à l'opposé du spectre, on a des très bonnes performances qui sont constatées sur le très haut de gamme. Sur le haut de gamme, donc avec beaucoup de belles adjudications de nos maisons de vente traditionnelles, avec, évidemment, on ne va pas parler des records de New York avec portrait d'Elisabeth Lederer, de Klimt, mais sur le marché français, à part le portrait de Picasso à l'automne dernier, il y a eu beaucoup d'adjudications millionnaires, donc des sculptures notamment, Camille Claudel à Orléans, Pompon à Lyon, Le Baiser de Rodin en Pays de Loire. D'ailleurs, ça montre qu'il y a un rayonnement régional aussi, qui est assez... que l'on peut constater. Et nous, ce que l'on constate aussi sur la plateforme Interenchères, c'est que nous avons plus de 60% d'adjudications au-dessus de 100 000 euros. Donc on voit bien, et à contrario, on va dire que la tranche de prix entre 5 000 euros et 100 000 est à la peine. D'accord. Oui, parce que c'est ça dont je voulais vous parler, c'est que les grands titres de presse, c'est quand même les ventes millionnaires. Qu'en est-il du milieu de gamme? Est-ce que ça, c'est à la peine, ou comment est-ce que vous le vivez chez Interenchères? Le milieu de gamme est un peu à la peine, effectivement. Auparavant, sur cette tranche de prix entre 5 000 et 100 000, il y avait 75%, 70% d'adjudication. Les taux de vente, maintenant, ont baissé, sont plutôt à 67%. Donc, voilà. Et pour les extrêmes, c'est plutôt remonté à 75%. Donc il y avait une forme d'uniformisation précédemment que l'on n'a pas constaté, en tout cas en 2025. Ce qui vient illustrer aussi que le haut de gamme se porte bien, c'est que des études récentes ont montré, en tout cas s'appuyant sur les chiffres des grandes maisons de vente françaises, que le top 10 des maisons de vente françaises avait augmenté de 8%. Oui. Voilà, donc à la fois une démocratisation avec une nouvelle population d'enchérisseurs et d'acheteurs. Ce qui vient illustrer ça, c'est notamment l'adhésion au canal de vente chrono, ou qu'on appelle communément le online, qui marche très bien, qui a fait plus de 60%. Pourquoi ça marche bien? Parce que nous avons une population plus digital native, plus jeune, qui est habituée au code du e-commerce et qui finalement retrouve dans ce mode de commercialisation de la part des maisons de vente des codes identiques, et peut-être un peu moins sont un peu moins intimidés peut-être par le fait d'enchérir en live, et peuvent trouver ça un peu risqué, ou en tout cas ne sont pas habitués. Donc ça marche très bien, et ça vient d'ailleurs rejoindre
un mouvement de fond des pays anglo-saxons où le online ou le chrono est très largement diffusé, même pour les grandes maisons de vente anglo-saxonnes. Elles réalisent, elles effectuent, elles organisent des ventes chrono pour des lots très très importants. Donc ça commence à diffuser en France et ça commence à être adopté par de plus en plus de maisons de vente. Vous avez une idée à peu près du profil de ces jeunes des nouveaux entrants de votre plateforme et pour quel secteur enchérissent-ils quels sont leurs besoins, quelles sont leurs marges de prix à peu près On va dire que ce sont des jeunes qui souvent sont passés par des plateformes de seconde main. On voit par exemple que ce qui a très très bien marché l'année dernière, ce sont les bijoux. Les montres, l'horlogerie, mode, maroquinerie. Et ce sont des thématiques sur lesquelles il y a déjà des plateformes de seconde main qui existent. Et justement, ceux qui sont venus aux enchères, qui sont probablement passés par ces plateformes-là précédemment, sont mus par des aspirations plus éco-responsables sur un autre type d'achat, avec, je dirais, peut-être le plaisir d'enchérir et de remporter aux enchères. Finalement, c'est ça, hein, c'est le plaisir, c'est la valeur, parce que c'est le juste prix. Là, on en est sûr, c'est le prix qui est fixé et qui rejoint l'offre et la demande. Mais c'est également la confiance, c'est-à-dire que lorsqu'on achète aux enchères, notamment sur Interenchères avec son réseau de commissaires-priseurs, l'enchérisseur, le consommateur, a des garanties, dispose de garanties en termes d'authenticité, d'estimation, de traçabilité des lots, qui fait qu'il peut se retourner s'il a un souci par rapport au lot qu'il a acquis. Donc, il y a cette typologie-là d'acheteurs nouveaux. Et il y a également les acheteurs qui, en cette période, on en parlait tout à l'heure, de pouvoir d'achat comprimé, peuvent acquérir aux enchères des biens de consommation courante, de l'électroménager, et qui donc viennent aux enchères pour obtenir des prix importants. La convergence de ces deux types de populations s'est finalement retrouvée sur notre application mobile qui a été lancée il y a un peu plus d'1 an et qui aujourd'hui recueille 30% de l'activité sur notre plateforme et qui est adoptée majoritairement, en tout cas de prime abord, par les populations jeunes. Voilà. Et pour terminer, du côté des commissaires-priseurs, comment vivent-ils cette polarisation? Est-ce que, du coup, peut-être que finalement, ça s'équilibre ou ça les touche? Alors, il y a des fortunes diverses, si je puis dire. On le voit d'ailleurs dans le top 10 des maisons de vente, il y a des fortunes diverses aussi. Donc, je dirais qu'ils sont... la question que je leur pose, c'est est-ce que dans cette période d'incertitude, il y a une frilosité des vendeurs à proposer leur lot à la vente? Et pour la plupart, ils me disent non. D'accord. Donc, c'est plutôt encourageant. Et c'est d'ailleurs ce qui les rend plutôt optimistes pour l'année qui vient de débuter. Oui, parce que dans l'étude que vous avez réalisée, Absolument. Ils sont très optimistes pour l'année 2026. Tout à fait. Merci beaucoup Frédéric Lapère. Je rappelle que vous êtes président du directoire d'Interenchères et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.